Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Tension dans le nord du Mali. Les rebelles du nord font face aux groupes pro-gouvernementaux. Une atmosphère de conflit après 8 mois de négociations intermaliennes et au lendemain d'une réunion entre le gouvernement et la société civile. Les faibles coûts du pétrole se répercutent sur la santé financière de certains pays africains. C'est le cas du Nigeria. Certains observateurs tablent sur des taux de croissance revus à la baisse. Et la Côte d'Ivoire attendait sa revanche depuis 1992. Les éléphants remportent la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana. Après 2 finales malheureuses, les hommes d'Hervé Renard ont enfin triomphé d'une séance de tir au but à la limite de l'asphyxie. Mais d'abord, la ville nigérienne de Difa, dans le sud du Niger, de nouveau prise d'assaut par les insurgés de Boko Haram ce dimanche. Une attaque qui a créé un front défendu par 2500 soldats tchadiens arrivés en renfort. Il y a 15 jours, l'armée avait déjà repoussé des membres de la secte au même endroit. Une attaque qui survient le jour où le Parlement nigérien doit se prononcer sur une attaque militaire pour lutter contre le mouvement terroriste. Après 8 mois de négociations, la situation reste toujours aussi tendue dans le nord du Mali. Les rebelles du nord, notamment les membres du mouvement national de libération de l'Azawad, disent faire face désormais à des soldats pro-gouvernementaux. La tension règne dans la localité de Tabankort ou de Tessit. Écoutons l'analyse du journaliste Ibrahim Koulibaly. Vous savez que le processus de négociation a pris déjà quelques coups. Parce qu'il était prévu qu'après la dernière rencontre, il était prévu que les 2 parties se retrouvent au mois de janvier. Et donc aujourd'hui, nous avons largement dépassé le mois de janvier et jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelle date fixée pour la rencontre. Entre-temps, il y a des affrontements dans le nord du Mali. Effectivement, en tout cas, les forces de Gatia et MNLA continuent à s'affronter. Et aujourd'hui, les MNLA tentent d'accuser l'armée malienne de combattre aux côtés de Gatia. Aujourd'hui, la réalité de cette situation est que vraiment on ne peut que se fier aux sources officielles. D'après le ministre de la Défense du Mali, le Mali n'a jamais combattu auprès de Gatia. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Gatia, c'est une force d'autodéfense qui a suffisamment de moyens, qui a suffisamment de combattants et qui cause d'énormes difficultés au MNLA. Donc, d'aucuns pensent que c'est une stratégie de communication du MNLA qui a toujours été une très bonne machine de communication. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu au palais présidentiel de l'Élysée à Paris lundi 9 février à partir de 16h GMT. Une visite qui illustre le réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le royaume chérifien. Depuis 1 an, les services policiers et judiciaires avaient cessé toute coopération. Kekeli Afeto. Le président français François Hollande recevra ce lundi 9 février son homologue marocain, le roi Mohamed VI, au terme d'une période d'1 an de brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Le roi sera reçu à l'Élysée à 17h GMT. Le Maroc et la France avaient décidé le 31 janvier de tourner la page de près d'1 an de brouille en rétablissant leur coopération judiciaire et anti-djihadiste. À l'origine du conflit entre les 2 pays, la convocation et l'arrestation du chef du renseignement marocain par les forces françaises dans une affaire de complicité de torture. Visiblement, les 2 pays ont décidé de regarder dans la même direction. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont très importants et des dossiers stratégiques, à savoir la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, il y avait cette tribulation entre les pays parce que il y avait certains développements dans certains dossiers qui sont normalement de nature juridique. Il y avait une malappréciation de certains faits par de la France. Par le biais de cette visite, les 2 pays ont tourné la page vers d'autres évolutions plus importantes dans leurs relations stratégiques. La réception de Sa Majesté à l'Élysée, c'est pour donner un élan très fort et pour barrer la route contre les adversaires de ces relations franco-françaises. Si cette visite marque le début d'un nouvel ère de la relation qui lie ces 2 pays, du côté des spécialistes, on déplore la manière dont cette brouille a été gérée par les autorités françaises. Les autorités françaises n'ont pas fait preuve de responsabilité sur le plan diplomatique à propos de nombreuses personnalités marocaines, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le responsable des services secrets au Maroc, que ce soit d'autres personnalités
à qui on a réservé un traitement, disons, de seconde zone, et c'est le moins qu'on puisse dire à ce propos. Je crois qu'aujourd'hui, Sa Majesté, la visite de Sa Majesté Mohammed VI en France prouve encore une fois que les choses se sont stabilisées. Le Maroc avait suspendu fin février 2014 sa coopération judiciaire avec la France à la suite d'une crise bilatérale. Les policiers français avaient déposé une plainte contre le chef du renseignement du royaume, Abdelatif Amouchi, pour complicité de torture, suivie d'une série d'incidents et d'impairs diplomatiques. Au Nigeria, de nombreux observateurs ne craignent que l'économie connaisse des difficultés et pour cause les obstacles que rencontre le pays, notamment la menace islamiste et la chute du prix du baril de pétrole. Il est passé sous la barre des $50 récemment, Ibra Radindiaï. Aliko Dangote, un modèle d'investisseur économique sur le continent. À travers ses différentes filiales, il devient un des porte-étendards de l'industrialisation en Afrique. Avec Dangote Cement, il détient la plus grande usine de ciment africain et concurrence les leaders mondiaux dans le domaine. Mieux, il poursuit sa croissance. Dangote Cement prévoit d'investir environ 1,7 milliard d'euros sur 5 ans à travers la création de cimenteries dans une dizaine de pays sur le continent. Le groupe espère ainsi porter sa capacité de production à 50 millions de tonnes de ciment par an en Afrique. Quand on regarde l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud en particulier, la grande partie du ciment consommé provient d'ailleurs. Cela crée du dumping sur nos marchés. Mais quand on analyse cette situation économique, on se rend compte que cela crée de l'emploi ailleurs et non chez nous. C'est la raison pour laquelle nous voulons changer cet état des choses afin de créer de l'emploi ainsi que de la richesse sur le continent. Dangote Group investit également dans l'agroalimentaire. À Kano, au nord du Nigeria, une usine de transformation de tomates d'un coût global de 25 millions de dollars a vu le jour en janvier dernier. La diversification des secteurs d'activité repose sur un schéma d'investissement particulier. Lorsque nous souhaitons investir, nous ne sollicitons pas directement les institutions bancaires des pays concernés. Nous apportons 100% des capitaux du Nigeria en dollars et utilisons ces fonds pour réaliser tous nos achats et nous acquitter de toutes nos différentes charges dans le pays d'implantation, y compris les salaires des employés locaux. Nous ne faisons pas d'emprunt d'argent auprès des banques locales. L'argent que nous utilisons est converti en dollars, puis en devises nationales. Créé en 1981, le groupe Dangote est passé du statut de compagnie commerciale à celui de géant de l'industrie à la fin des années 90. Le Dangote Cement, première capitalisation boursière du Nigeria avec la plus grande cimenterie du continent, envisage de créer à l'horizon 2017 plus de 122 000 emplois supplémentaires. Et vous avez bien sûr reconnu la voix d'Idlet Mirabel Bissou et ce sujet porté sur les investissements du groupe Dangote Group. Avoir l'œil du photographe quand il vous manque la vue, c'est un défi que relève chaque jour l'artiste Taiwo Lawal. Aveugle de naissance, elle pratique la photographie depuis 2 ans. Son portrait avec Christelle Dayabaya. Taiwo Lawal est aveugle. Elle est aussi photographe. Lawal est capable de prendre des photos sans se servir de ses yeux. Pour ce faire, elle utilise son audition, le sens du toucher et la parole pour capturer les images. Aveugle de naissance, elle a embrassé la photographie il y a 2 ans, ce qui lui a valu de nombreux prix lors d'expositions. Je me posais des questions et je me demandais souvent comment faire face à cet handicap. J'en souffrais jusqu'au jour où je me suis décidée de ne plus souffrir. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance maintenant dans la photographie et je l'ai fait. Âgée de 35 ans, Taiwo Lawal s'entraîne dans des studios de photographie où elle apprend aux côtés d'étudiants voyants. Elle se spécialise dans la photographie de rue et dans la prise de portraits. Contrairement aux autres photographes, Lawal suit la formation gratuitement. Elle est un modèle pour les formateurs. Maintenant, je suis plus sensible aux handicapés à cause de mon interaction avec elle. Nous éprouvons du plaisir à travailler avec elle. Sa formation au sein de notre entreprise n'a pas été facile car il lui fallait 2 à 3 fois plus de temps que les élèves voyants. Une mission difficile, mais intéressante aussi parce que la volonté d'être un photographe vient d'elle. Elle a déjà cette passion en elle et nous ne faisons que l'accompagner. Selon le rapport mondial sur le handicap, le Nigeria compte près de 25 millions d'handicapés sur 170 millions d'habitants.
En mars 2009, le Sénat avait adopté une loi interdisant la discrimination des personnes handicapées, favorisant ainsi leur insertion socio-professionnelle. Du sport pour terminer ce journal de la Côte d'Ivoire renoue avec le succès en terre africaine après 23 ans d'attente. Les éléphants remportent la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Black Stars du Ghana. Un match épique qui s'est soldé par une séance de tirs au but quasiment irrespirable. Score final 0-0, 9 tirs au but à 8. Paul Dessingwe. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour la deuxième fois de leur histoire, les éléphants ont remporté le prestigieux trophée continental en battant les Black Stars du Ghana à l'issue des tirs au but. Belle entame de jeu pour la Côte d'Ivoire qui, dès la première mi-temps, domine la rencontre. Ils sont sur tous les ballons, toutes les actions sans jamais ouvrir la marque. Le Ghana a du mal mais résiste. Score à la mi-temps, 0 but partout. Même scénario à la seconde période. Score nul et vierge également à l'issue des prolongations. 9 tirs au but à 8 pour la Côte d'Ivoire. Victoire des éléphants. Cette équipe de Côte d'Ivoire l'a emporté dans la douleur, certes, mais quand même à l'exercice des tirs au but, faut-il le rappeler, par 9 tirs au but réussis à 8. Tout le monde a tenté sa chance et le paradoxe, là encore, a voulu que ce soit le gardien de but tant décrié, parfois de la Côte d'Ivoire, Boubacar Bari, qui marque le tir au but décisif et offre la victoire aux Ivoiriens. Cela étant, le match lui-même n'a pas été d'une très très grande qualité. On a vu parfois l'équipe du Ghana prendre l'ascendant. Ensuite, on a vu la Côte d'Ivoire se montrer plus entreprenante, sans toutefois que les occasions très très nettes aient été nombreuses, bien que le Ghana ait eu 2 frappes de balle sur le poteau et que la Côte d'Ivoire ait eu une très belle occasion en début de rencontre, elle aussi. 23 ans après, la Côte d'Ivoire remporte sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana occupe la 2e place et la République démocratique du Congo la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.